L'été 2003 en Provence-Alpes-Côte d'Azur fut plus sec que tous ceux enregistrés ces dernières décennies. Les collines, habituellement parsemées de verdure et de lavande, furent brûlées par le soleil, transformant le paysage en un tapis d'ocre et de poussière. C'est dans ce contexte qu'un petit camping, connu sous le nom de camping du Vallon Noir, accueillit ses visiteurs pour une saison qui se voulait paisible, mais qui allait s'achever dans le silence et le mystère. Le camping, à l'écart des sentiers battus, était niché entre des formations rocheuses et des forêts denses, non loin de l'intérieur de Marseille. Il était tenu par Laurent Bessières, un homme réservé, connu pour éviter tout contact excessif avec les touristes. Pourtant, l'endroit attirait précisément les visiteurs par son isolement. Couples, routards et petits groupes en quête de calme, de nature et de déconnexion avec le monde. En août de cette année-là, environ 18 personnes séjournaient sur place. Aucun d'eux n'est rentré chez lui. Les documents officiels indiquent que la disparition a eu lieu entre le 14 et le 16 août. Aucun appel à l'aide, aucun signe de lutte, aucune tentative d'évasion documentée. Juste une absence. Lorsque les membres de la famille ont commencé à chercher des réponses, la police locale a été contactée. L'enquête préliminaire a révélé que le campement était complètement abandonné. Des tentes étaient encore montées, des casseroles contenaient des restes de nourriture desséchée. Une radio portable était allumée, mais ne diffusait que des grésillements. Les voitures sont restées stationnées. Portefeuille, papier et téléphone portable. Tout a été oublié. C'était comme si tout le monde s'était tout simplement évaporé. L'affaire a rapidement suscité l'attention nationale. Des équipes ont été dépêchées de la capitale. Des spécialistes des personnes disparues ont analysé la zone, et même des unités de recherche avec des chiens renifleurs ont été mobilisées. Mais un problème préoccupant persistait. Aucune trace tangible n'a été trouvée. Les chiens ont perdu leurs traces à quelques mètres du camping, comme si personne n'était jamais parti. Laurent Bessières, le propriétaire, avait lui aussi disparu. Pour de nombreux enquêteurs, il devint le principal suspect. Un homme solitaire au passé trouble, vivant isolé sur une propriété reculée. Mais sans cadavre, sans preuve directe et sans témoin, l'affaire s'enlisa. Avec le temps, les médias se sont désintéressés, les fichiers ont été archivés, les familles sont restées sans réponse, et le camping du Vallon Noirel a disparu des cartes non officielles, lentement englouti par la végétation qui a reconquis son espace. 17 ans plus tard, en 2020, l'été a de nouveau frappé le sud de la France avec une intensité similaire, voire pire. Des vagues de chaleur ont déclenché une série d'incendies de forêt dans plusieurs régions, notamment aux abords du parc national des Calanques. Le feu se propageait rapidement. Les équipes de pompiers travaillaient sans relâche pour tenter de contenir les flammes qui ravageaient des hectares de forêt sèche. Au plus fort de la lutte, un groupe fut dépêché dans une zone difficile d'accès où le feu semblait se comporter de manière erratique, comme s'il rencontrait des obstacles invisibles sous terre. Lorsque les flammes se sont finalement éteintes, quelque chose d'inattendu a émergé des cendres, structures métalliques torsadées, des fragments de bois disposés de manière non naturelle, et ce qui semblait être le squelette de vieilles tentes. L'un des pompiers, en dégageant la végétation brûlée, a découvert un panneau partiellement carbonisé. Les lettres étaient presque illisibles, mais on pouvait encore les distinguer. Vallon Noir. Un silence pesant s'abattit sur l'équipe. Ce nom n'était pas inconnu. Il s'agissait de la même affaire qui avait été classée, le camp où 18 personnes avaient disparu sans laisser de traces. Mais quelque chose clochait. D'après les documents officiels, le camp était situé à plusieurs kilomètres de là. Et plus inquiétant encore, la disposition des structures ne correspondait pas aux anciennes photos du site. C'était comme si ce camp avait été reconstruit ou déplacé à un endroit complètement différent dans la forêt. En creusant plus profondément, les pompiers commencèrent à trouver des objets préservés sous des couches de terre, durcis par la chaleur, des ustensiles, des morceaux de tissu, et quelque chose qui fit immédiatement reculer l'un d'eux, un appareil photo.
À l'intérieur, la carte mémoire était encore intacte. Quelques heures plus tard, lorsque le contenu a été analysé, les premières images ont révélé des touristes souriants, des sentiers de randonnée et des repas en plein air, des scènes de vacances typiques. Mais les dernières photos étaient différentes, extrêmement différentes. Ils ont montré tous les invités rassemblés au centre du camp, pendant la nuit, debout, alignés, regardant droit dans l'objectif, sans expression. Et derrière eux, une silhouette qui n'apparaissait pas sur les images précédentes. Oh, propriété. J'observe. Cette découverte a relancé une affaire que beaucoup considéraient déjà comme impossible à résoudre. La police française a officiellement rouvert l'enquête, avec le soutien d'experts médico-légaux et d'analystes numériques. La zone où le campement a été découvert est désormais considérée comme une scène de crime active, isolée et sous surveillance constante. Aucun détail ne peut être négligé cette fois-ci. Le capitaine s'est vu confier la direction de la nouvelle enquête, Élise Moreau-Élise, enquêtrice expérimentée basée à Marseille. Reconnue pour sa méthode rigoureuse et sa résistance aux pressions médiatiques, Élise avait fait ses preuves dans des affaires complexes, notamment celles impliquant des disparitions inexpliquées. Contrairement à beaucoup, elle ne croyait pas aux coïncidences. Pour elle, le fait que le camp ait été découvert à un endroit différent de celui répertorié en 2003 n'était pas une simple erreur de document. C'était un signe évident qu'on avait délibérément dissimulé quelque chose. Dès les premiers jours, Élise a demandé l'accès au dossier original. Vieilles photos, témoignages, cartes, rapports de perquisition, tout a été réexaminé. C'est alors que les premières incohérences sont apparues. Les cartes de cette époque étaient imprécises. Les coordonnées du camp variaient légèrement d'un document à l'autre. Plus étrange encore, certaines photos officielles présentaient de subtiles différences dans la végétation et la configuration du terrain, comme si elles avaient été prises à des endroits différents mais répertoriées comme étant les mêmes. Quelqu'un avait commis de graves erreurs ou falsifié les documents. Parallèlement, le contenu de la caméra trouvée sur les lieux a commencé à être analysé plus en détail par Julien Arnaud, spécialiste de la récupération de données numériques. Il travaillait dans un laboratoire technique à Aix-en-Provence, où il parvenait à extraire non seulement des images, mais aussi des fragments de fichiers corrompus. Les métadonnées des photos indiquaient des horodatages incohérents. Certaines images ont été prises à des intervalles impossibles, comme si le temps entre deux photos n'existait tout simplement pas. De plus, Julien a identifié quelque chose d'encore plus inquiétant. Des signes d'interférence électromagnétique dans les fichiers, chose inhabituelle pour les appareils photo courants de cette époque. Mais le plus troublant, c'était les images finales. En agrandissant numériquement la silhouette en arrière-plan, celle qui apparaissait derrière les touristes, Julien s'est aperçu que sa forme était instable. Sur différentes photos, la silhouette semblait se déplacer légèrement, même lorsque tous les autres éléments restaient immobiles, comme si elle n'était pas complètement fixée dans l'espace. Entre-temps, Élise décida d'enquêter sur le passé du propriétaire du camp, Laurent Bessières. Il y trouva un vide inconfortable. Registre d'état civil limité, interaction sociale limitée, pas de famille proche. Mais il y avait un détail curieux. Avant d'acquérir le terrain auprès de Vallon Noir, Laurent avait travaillé comme guide dans les régions montagneuses proches de la frontière italienne. Et c'est durant cette période que son nom est apparu dans un vieux rapport, non pas criminel, mais étrange. Un groupe de touristes a signalé une grave désorientation lors d'une randonnée guidée par ce dernier. Ils ont affirmé avoir tourné en rond pendant des heures, même en suivant des sentiers familiers. L'un d'eux a déclaré avoir aperçu des formes parmi les arbres qui n'étaient pas là auparavant. L'affaire avait été classée sans suite à l'époque, car elle aurait été causée par la fatigue et le stress. Mais maintenant, cela semblait différent. Un autre personnage commença à prendre de l'importance dans l'enquête. Marc Delon, un pompier vétéran qui a participé directement à la découverte du camp en 2020. Marc n'était pas un homme facile à impressionner. Des décennies passées à lutter contre les feux de forêt l'avaient rendu pragmatique, objectif.
quelqu'un qui se fiait à ce qu'il voyait et touchait. Mais à partir de ce jour-là, il n'a plus bien dormi. Au cours de son témoignage, il a relaté un fait qu'il avait initialement évité de mentionner. Alors que l'équipe luttait encore contre les flammes, avant même la découverte officielle, il avait la nette impression qu'il n'était pas seul dans les environs. Ce n'était pas un son, pas le moindre mouvement en vue, c'était une présence. Et plus étrange encore, à un moment précis, il a juré avoir aperçu à travers la fumée quelque chose qui ressemblait à une file de personnes, immobile, regardant le feu progresser. Lorsqu'il a tenté de s'approcher, il n'y avait personne. Marc n'aimait pas en parler, mais Élise réalisa quelque chose d'important. Il n'essayait de convaincre personne. Il voulait simplement comprendre ce qu'il voyait. Au fil des jours, l'enquête a commencé à révéler un schéma inquiétant. D'anciens rapports provenant de la région mentionnaient des cas isolés de désorientation, de brèves disparitions et des récits de zones de silence au sein de la forêt, des zones où les sons semblaient étouffés et où les équipements électroniques dysfonctionnaient. Rien de tout cela n'avait été relié auparavant. À présent, tout semblait converger vers la même direction, ou plutôt pour quelque chose à l'intérieur de cet endroit. Puis vint la découverte qui changea le cours de la recherche. Lors de fouilles plus approfondies du site, les équipes ont découvert des traces d'une structure encore plus ancienne sous le camp, une découverte qui n'avait été consignée dans aucun document moderne. Pierres organisées, symboles gravés. Il s'agissait d'un motif géométrique qui ne correspondait à aucune construction courante dans la région. Ce n'était pas récent, ce n'était pas improvisé, et ce n'était certainement pas un endroit touristique. Quand Élise a vu les images de la découverte, une seule question lui est venue à l'esprit. Laurent Bessières a-t-il choisi cet endroit? Où y a-t-il été conduit? Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaitez-vous apporter des modifications? Ou pouvons-nous passer au suivant? Suite à la découverte de la structure souterraine, l'enquête a cessé d'être une simple affaire de disparition et a commencé à s'aventurer sur un terrain beaucoup plus instable, où la logique, l'épreuve et la réalité ont commencé à se confondre. Le capitaine Élise Moreau ordonna que les fouilles soient immédiatement agrandies. Ce qui semblait auparavant n'être que des traces isolées révélait un motif bien plus complexe. Des blocs de pierre disposés en cercles concentriques, reliés par d'étroits couloirs, s'enfonçant profondément dans le sol. Il ne s'agissait pas d'une construction improvisée, mais d'un ouvrage délibéré. C'est vieux, bien plus ancien que n'importe quel document provenant de la région. Des experts furent dépêchés en urgence, notamment des archéologues de la région d'Aix-en-Provence. Après une première analyse, la conclusion fut troublante. Cette structure ne correspondait à aucun modèle connu d'architecture romaine, médiévale, ni même préhistorique répertorié en France. C'était quelque chose d'inhabituel. Pendant ce temps, au laboratoire, Julien Arnaud continuait d'examiner les fichiers de la caméra. Il a décidé de tenter une opération risquée, reconstituer numériquement la séquence finale de photos, en alignant les images comme s'il s'agissait de parties d'une vidéo. Le résultat a plongé la pièce dans un silence total. Les images montraient les touristes rassemblés, immobiles. Mais en les rejouant dans l'ordre, une chose est devenue claire. Ils n'étaient pas complètement immobiles. Leur corps affichait des micro-mouvements, synchronisés. Respiration. Inclinaison minimale de la tête, comme s'ils étaient en train d'attendre. Puis, la silhouette à l'arrière-plan a commencé à se détacher. Image après image, elle semblait se rapprocher, non pas par des pas visibles, mais par un subtil changement d'échelle et de position. Julien a interrompu la séquence. Il s'est agrandi, l'image s'est déformée, et pendant une fraction de seconde, quelque chose apparut là où il n'aurait dû y avoir qu'une ombre. Un modèle. Pas un visage, mais quelque chose d'organisé qui y ressemble. Il a éteint l'écran, non pas par peur, mais parce qu'il savait que cela n'aurait pas dû être là. Sur le terrain, les fouilles progressaient lentement. Marc Delon dirigeait l'une des équipes qui descendirent pour la première fois dans les couloirs nouvellement mis au jour. L'air y était plus froid, lourd et presque sans circulation. Des lanternes illuminaient des murs recouverts de gravures. Ce n'étaient pas des mots familiers.
même pas les symboles religieux traditionnels. Il s'agissait de répétitions géométriques, comme si elles représentaient des cycles ou des chemins. Marc a remarqué quelque chose d'étrange, avant tout le monde. Oh oui, je le suis. Ou plutôt, son absence. Les pas résonnaient de façon irrégulière. À certains endroits, le son semblait complètement absorbé, créant des zones où tout devenait étouffé. Un des membres de l'équipe a tenté de tester la radio. Interférence totale. Un autre a essayé d'utiliser le téléphone portable. Aucun signal. Et la batterie se décharge rapidement. Marc s'arrêta. Ce n'était pas seulement un espace souterrain, c'était comme si l'environnement lui-même réagissait. Quelques heures plus tard, une nouvelle découverte a encore accru la tension. Dans l'une des chambres les plus profondes, l'équipe a trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Objets modernes, sacs à dos, bouteilles en plastique, vêtements. Tout est partiellement préservé. Et puis le silence fit place à la stupeur. Ils ont retrouvé l'une des personnes disparues, ou ce qu'il en restait. Le corps était en position verticale, appuyé contre le mur, comme s'il avait été déposé là. Il n'y avait aucun signe évident de violence, aucune tentative de fuite, mais quelque chose clochait profondément. L'expression. Même après des années, les traits figés conservaient une impression de netteté. La personne n'est pas morte en tentant de s'échapper, elle est morte en observant quelque chose. La nouvelle parvint rapidement à Élise. Contrairement à l'affaire initiale, il existait désormais des preuves concrètes que les personnes disparues ne s'étaient pas simplement volatilisées. Ils étaient là, ils l'ont toujours été, mais cachés, enterrés ou conservés. Le soir même, Élise décida de se rendre sur place en personne, contre indication. Contrairement au protocole, elle avait besoin de le voir de ses propres yeux. Alors qu'elle parcourait les couloirs, accompagnée uniquement de Marc, elle perçut immédiatement le changement d'atmosphère. Ce n'était pas seulement psychologique, il y avait quelque chose de physique, presque imperceptible, qui modifiait sa perception. Distance, temps, espace, tout semblait légèrement déplacé. Lorsqu'ils arrivèrent dans la chambre où le corps avait été retrouvé, Élise resta silencieuse pendant quelques secondes. J'observe. Analyse en cours. Et puis il remarqua quelque chose que personne n'avait mentionné. Les marques sur le mur derrière le corps. Ils étaient différents, plus profonds, plus récents, comme si elles avaient été fabriquées après que le corps fût déjà là. Elle passa la main sur la surface, gratuit, lisa à certains endroits, irrégulier dans d'autres régions, et puis il a remarqué le schéma. Ce n'était pas que des symboles, c'étaient des trajectoires, des lignes qui convergeaient en un point précis sur le sol de la chambre. Marc l'a vu aussi. Tous deux ont dirigé la lumière vers l'endroit précis. Il y avait une opportunité, petit, sombre, assez profond pour ne pas en révéler le fond. Mais il y avait quelque chose qui venait de l'intérieur, aucun son, aucun mouvement, mais une nette impression de présence, le même sentiment que Marc avait éprouvé pendant l'incendie. Le lendemain matin, l'équipe travaillant sur le chantier de fouilles a signalé un incident. 2 membres ont déclaré avoir entendu des bruits de pas tôt le matin, provenant de l'intérieur du bâtiment, alors même que la zone était bouclée. Les caméras de sécurité ont été vérifiées. Rien de visible, mais les détecteurs de mouvement s'étaient activés à plusieurs reprises, toujours au même endroit, cette ouverture dans le sol. La recherche avait franchi une ligne invisible. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir ce qui s'était passé en 2003. La question était maintenant différente. Cela se produisait-il encore? L'enquête ne suivait plus un chemin linéaire. Ce qui semblait auparavant un cas isolé de disparition commençait à se fragmenter en de multiples lignes de tension, toutes convergeant vers le même point, mais révélant chacune un aspect différent et inquiétant. L'une des premières intrigues secondaires à apparaître concernait les familles des victimes. Avec la réouverture de l'affaire, des proches qui avaient passé près de 20 ans sans réponse sont retournés sur les lieux. Parmi eux se trouvait Claire Dubois, sœur d'une des femmes disparues. Claire ne faisait pas confiance à la police. En 2003, elle fut l'une des voix les plus insistantes, affirmant qu'un élément avait été négligé lors des premières investigations.
À l'époque, elle mentionna même que sa sœur avait envoyé un message quelques jours avant sa disparition, disant que l'endroit n'était pas ce qu'il paraissait. Mais ce message n'a jamais été officiellement enregistré. Claire est revenue avec quelque chose de concret, un journal intime. Il appartenait à ma sœur, et il contenait des notes prises pendant les jours passés au camp. Les premières pages étaient classiques, description du paysage, des sentiers, des gens. Mais au fil des jours, le ton a changé. Les notes commençaient à se fragmenter, répétitifs, obsessionnels. Des mots apparaissaient sans cesse, même chemin, ça ne finit pas. Il observe. Et puis, une phrase écrite plusieurs fois, occupant presque une page entière. Nous ne sommes pas au même endroit. Pendant ce temps, Julien Arnaud découvrait quelque chose d'encore plus troublant dans les archives numériques. En analysant la carte mémoire avec des outils plus avancés, il a identifié des données cachées, des enregistrements qui n'étaient pas des images, mais plutôt des fragments d'enregistrements corrompus. Audio, très bruyant, mais toujours audible. Une fois partiellement restauré, l'enregistrement audio a révélé des voix. Point bas, non coordonnées. Les mêmes personnes que sur les photos, mais parlant étrangement, comme si elles étaient désorientées. Certaines sections pourraient être comprises comme suit. Êtes-vous déjà venu ici? Nous avons déjà fait ça. Pourquoi fait-il nuit si tôt? Et puis, quelque chose a fait que Julien a arrêté la reproduction. Une voix différente, inférieure, plus stable, ce qui ne semblait pas déroutant, mais guidé. Restez ensemble, ne quittez pas le cercle, il ne les voit pas tous en même temps. Julien a remis le son en marche. Il l'a répété. La voix ne correspondait à celle d'aucun des touristes identifiés. Une autre piste d'enquête a commencé à prendre de l'ampleur lorsqu'Élise a décidé de recouper les données de l'affaire avec les archives historiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De vieilles archives, dont beaucoup ont été ignorées pendant des décennies, mentionnaient des récits similaires à travers les siècles, des bergers disparus, des groupes qui se sont perdus dans des zones connues. Et c'est un schéma récurrent. Tous les témoignages décrivaient la sensation de marcher, sans aller nulle part. Certains documents du XIXe siècle évoquaient une zone morte dans la forêt, où les boussoles étaient défaillantes et les sons ne se propageaient pas correctement. Un terme ancien est apparu dans plus d'un document, le vallon silencieux, la vallée silencieuse. Ce n'était pas un nom officiel, mais il était connu des résidents de longue date et toujours évité. Marc Delon, quant à lui, commença à affronter sa propre intrigue secondaire. Dès sa première descente de la structure, quelque chose avait changé en lui. Il a commencé à remarquer des schémas en dehors du milieu de la recherche. Sur le chemin du retour, il avait l'impression d'emprunter la même route plusieurs fois, même s'il avait suivi des itinéraires différents. Les horloges semblaient avancer ou reculer sans raison apparente. Et à 2 reprises, il a juré avoir vu quelqu'un assis sur le siège arrière dans le rétroviseur de la voiture. Quand j'ai regardé directement, il n'y avait personne. Marc a essayé de l'ignorer, mais il ne pouvait pas. Les tensions se sont encore exacerbées lorsqu'un nouvel incident s'est produit dans cette zone isolée. Aux premières heures du matin, l'une des caméras de surveillance a enregistré quelque chose. Pas clairement, mais suffisamment pour causer un malaise. L'enregistrement montrait l'entrée du site de fouille. Rien ne se passa pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que une silhouette apparaisse dans le cadre. Arrêt. J'observe. Aucune trace n'a pu être identifiée, mais la taille, la posture et la façon dont il est resté complètement immobile, elles étaient identiques à la silhouette visible sur les photos de 2003. Le plus inquiétant est arrivé plus tard. L'enregistrement montrait quelque chose émergeant de la structure. Ça ne monte pas. Ne pas marcher, mais une fois dehors. Comme si elle avait traversé l'espace entre l'intérieur et l'extérieur, sans transition. Après avoir visionné la vidéo, Élise a pris une décision immédiate. Les fouilles seraient temporairement suspendues, mais pas pour des raisons de sécurité. Oui, à des fins de contrôle, il ne faut pas déranger quelque chose sans préparation. Avant que la zone ne soit complètement bouclée,
Claire a demandé à voir les lieux. Malgré toutes les recommandations, Élise l'a autorisé, peut-être par intuition, peut-être par nécessité. Alors qu'elle approchait de l'entrée du bâtiment, Claire tomba dans un silence complet. J'observe, comme s'il avait reconnu quelque chose. Puis il dit à voix basse, « Elle a écrit à ce sujet. » Élise s'approcha. Claire désigna l'intérieur sombre de la fouille, et il a ajouté, « Ma sœur disait que, quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. » À ce moment-là, toutes les intrigues secondaires ont commencé à converger. Les journaux intimes, les fichiers audio, documents historiques, événements récents, tout convergeait vers la même conclusion inquiétante. C'était bien plus qu'un simple lieu. C'était un schéma récurrent, un phénomène, quelque chose qui n'a pas commencé en 2003. Et visiblement, ça ne s'est pas arrêté là. Ce sujet vous a-t-il convenu? Souhaitez-vous apporter des modifications ou pouvons-nous passer au suivant? Prêt parfait. Nous entrons maintenant dans un moment décisif de l'histoire. 5. Le tournant. Les fouilles ont été suspendues pendant moins de 24 heures, non par décision du capitaine Élise Moreau, mais un élément extérieur a contraint l'enquête à se poursuivre. Le lendemain matin du bouclage de la zone, une des équipes de surveillance a signalé la disparition d'un agent, sans prévenir. Aucune sortie enregistrée, sans le moindre signe de lutte. Son nom était Thomas Renaud, l'un de ceux qui sont chargés de surveiller les caméras la nuit. La dernière image enregistrée montrait Thomas assis dans la cabine de surveillance, regardant les écrans. À un moment donné, il incline légèrement la tête, comme s'il entendait quelque chose. Puis il se lève, et ça sort du cadre. Il n'est jamais revenu. L'enregistrement a été analysé image par image. Aucune anomalie visible. Aucun personnage en arrière-plan. Rien. Mais l'audio a révélé quelque chose de différent. Un son grave, quasiment imperceptible, rythmique, comme des marches, provenant de l'intérieur de la structure. À partir de ce moment, l'enquête cessa d'être simplement réactive. Là, c'était urgent. Si quelque chose était en activité à cet endroit, et c'était manifestement le cas, rien ne garantissait que cela resterait contenu. Élise a pris une décision risquée. Former une équipe plus réduite et redescendre dans la salle principale. Cette fois, avec un objectif précis, explorer l'ouverture découverte dans le sol. L'équipe était composée d'Élise, de Marc Delon et de 2 entraîneurs. Équipés de cordes, d'un éclairage amélioré et de capteurs portables, ils ont entamé leur descente. L'ouverture était plus profonde qu'elle n'y paraissait, environ 8 mètres. Et l'espace en dessous, ce n'était pas qu'une simple cavité. Il s'agissait d'un nouveau niveau de la structure, plus vieux, mieux conservé. C'est complètement différent. Les murs ne présentaient plus de marques géométriques organisées. À présent, elles étaient couvertes d'inscriptions chaotiques, chevauchements, comme si elles avaient été réalisées sur une longue période, par des mains différentes, ou différents moments. Marc a été le premier à remarquer quelque chose d'étrange. Les marques n'étaient pas seulement sur les murs. Certains étaient au sol, d'autres au plafond, dans des directions impossibles, comme si les notions de haut et de bas étaient sans importance pour ceux qui les ont créés. L'air y était plus froid et plus lourd. Chaque respiration semblait exiger plus d'efforts. L'équipement a commencé à présenter des dysfonctionnements intermittents, lumière clignotante. Les capteurs dysfonctionnent, les horloges numériques perdent des secondes, en quelques minutes seulement. Puis, ils ont trouvé le deuxième corps, plus récent, beaucoup plus récent. C'était Thomas, l'agent qui a disparu la nuit précédente. Le corps se trouvait au centre de la chambre, dans la même position que les touristes sur les photos, debout, propriété, les yeux ouverts, aucun signe de lutte, aucune blessure visible, mais avec la même expression, ce qui n'était pas la peur, pas mal. Mais la perception. L'un des techniciens a immédiatement reculé. Un autre a tenté de vérifier les signes vitaux, infructueux. Thomas était mort, mais il y avait quelque chose qui n'avait pas de sens. Temps. Il était impossible que le corps soit dans cet état après seulement quelques heures. Des signes de sécheresse étaient visibles. Usure normale, comme si des jours ou des semaines s'étaient écoulés. C'est à ce moment précis que le tournant s'est produit. Sans prévenir,
Pas de transition. Les lumières se sont complètement éteintes pendant quelques secondes. L'obscurité totale, silence absolu. Une fois l'équipement remis en marche, quelque chose avait changé. L'ambiance, ce n'était plus la même. Les murs semblaient plus éloignés, l'espace le plus vaste, et il y avait quelque chose de nouveau, ou plutôt quelqu'un. À la lisière de la lumière, une silhouette restait immobile. Oh, propriété, conforme à la photo. Personne n'a bougé, personne n'a parlé. Le temps semblait suspendu. Et puis, Marc a fait quelque chose d'inattendu. Il fit un pas en avant, non pas par courage, mais sur un coup de tête. Et ce faisant, il réalisa quelque chose que personne n'avait compris jusque-là. La silhouette ne se rapprochait pas, même pas en déménageant. Elle était toujours à la même distance. Élise a compris instantanément. Ce n'était pas un spectacle courant. Il n'occupait pas l'espace comme il le devait. Un des techniciens a paniqué. Il a tenté de courir vers la sortie. Mais il n'a pas bougé. Ses mouvements se poursuivirent, mais l'environnement environnant n'a pas changé. Comme si on était bloqué à un point fixe. Puis, la silhouette se mit en mouvement. Pas avec des marches, mais avec un changement de position soudain. Maintenant, plus près, les lumières s'éteignirent à nouveau. Cette fois-ci, pour une période plus longue. À leur retour, l'entraîneur avait disparu. Je suis là, sans laisser de traces, pas de transition. Marc a crié. Pour la première fois depuis le début de tout. Mais le son n'a pas résonné. Élise tira Marc par le bras. Il devait partir, maintenant. L'ascension à la corde était chaotique, désorientation, dysfonctionnement de l'équipement. L'impression constante que quelque chose se trouvait juste derrière moi. Lorsqu'ils ont finalement émergé à la surface, le contraste était immédiat. Couture, vent, chaleur, réalité, mais quelque chose les accompagnait. Pas physiquement, mais présent. Cette nuit-là, en repassant mentalement tout ce qui s'était passé, Élise en vint à la conclusion qu'elle allait complètement changer le cours de l'enquête. Cela n'a pas empêché les gens de rester au même endroit. Cette chose tenait les gens captifs, dans un état. Un point entre mouvement et immobilité, entre le temps et l'absence. Et pire encore, une fois remarqué, il était impossible de l'oublier. Le lendemain matin, de nouvelles images provenant des caméras ont été analysées. Cette fois, pas depuis l'entrée, mais depuis le périmètre extérieur. Et voilà, pendant quelques images seulement, quasiment imperceptibles, une figure, arrêt, observation du camp, dehors. Après l'incident survenu dans la structure souterraine, plus rien n'a été comme avant. L'enquête, qui se déroulait déjà dans un climat de tension extrême, devait désormais faire face à un facteur nouveau et incontrôlable. Le phénomène ne se limitait plus à cet endroit. Le premier changement fut comportemental. Marc Delon a été temporairement écarté du jeu après avoir montré des signes évidents de désorientation. Lors de sa dernière déclaration, il a dit quelque chose qui a laissé l'équipe sans voix. Ce n'est pas nous qui y entrons, c'est lui qui en ressort avec nous. Marc n'a pas pu fournir plus de détails. Quelques heures plus tard, on l'a retrouvé chez lui, assis dans le salon, complètement immobile, dans la même position. Regardez un point fixe sur le mur, respiration, mais sans répondre. Élise a tenté de garder l'enquête sous contrôle, mais cela devint impossible lorsque des événements commencèrent à se produire en dehors de la zone isolée. Des informations ont commencé à parvenir de différentes parties de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Appel à la police, témoignages de personnes qui se sont perdues dans des endroits familiers, des conducteurs qui affirmaient avoir conduit pendant des heures sans quitter la même route. Les habitants ont décrit d'étranges dysfonctionnements au niveau des horloges, des téléphones portables et des lumières. Au départ, ces cas ont été considérés comme des coïncidences. Mais Élise savait que ce n'était pas le cas. Julien Arnaud a lui aussi commencé à remarquer des changements. Lors de l'analyse des fichiers audio, un élément nouveau est apparu. Un schéma qui n'existait pas auparavant. Une fréquence basse, constante, presque imperceptible. Il a essayé d'isoler le son, amplifier. Filtre. Et puis il a réalisé,
Ce n'était pas qu'un simple bruit, c'était de la répétition, un cycle, comme un signal transmis. Et pire encore, ce schéma commençait à apparaître dans d'autres fichiers système, des fichiers sans rapport avec l'affaire, comme si c'était en train de se propager. L'équipe technique a décidé de mettre hors service certains équipements, mais c'était inutile. Le phénomène ne dépendait plus uniquement du matériau d'origine. Parallèlement, Claire Dubois a insisté pour rester étroitement impliquée dans l'enquête. Elle se mit à relire le journal intime de sa sœur, avec cette fois un regard différent. Plus seulement des enregistrements isolés, mais comme instructions, normes, alertes. Et c'est elle qui a fait l'une des découvertes les plus importantes. Sur l'une des dernières pages, presque illisible, figurait un dessin, un cercle, avec plusieurs lignes pointant vers le centre. Et une petite remarque en marge, il ne vous retient pas prisonnier. Il attend que vous preniez conscience de l'endroit où vous vous trouvez. Claire a apporté cela à Élise. Et ensemble, ils ont commencé à reconstruire une compréhension possible. Peut-être que le phénomène n'était pas physique, pas au sens traditionnel. Peut-être cela dépendait-il de la perception, de conscience. Et cela expliquait un point crucial. Parce que tout le monde n'a pas été touché de la même manière. Mais cette théorie a engendré une conséquence encore plus inquiétante. Si le phénomène dépendait de la perception, alors, mener une enquête approfondie. C'est précisément ce qui l'a renforcé. Cette même nuit, un nouvel incident l'a confirmé. L'un des analystes, qui n'avait jamais été sur le terrain, il n'avait travaillé qu'avec des données, a disparu dans son propre laboratoire à Aix-en-Provence. Les caméras ont tout enregistré. Il était assis. Analyse des fichiers. Ça s'est arrêté. Il regarda l'écran. Il se pencha légèrement, exactement comme Thomas l'avait fait, et puis il a disparu, sans quitter sa chaise, sans aucune distorsion visible. C'était tout simplement parti. La vidéo a été visionnée à plusieurs reprises, image par image, rien, aucun défaut, pas de transition. L'enquête avait franchi un point de non-retour. Élise a rassemblé le reste de l'équipe. Rares étaient ceux qui pouvaient encore continuer. Et elle a été directe, ce n'est pas un lieu. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas un événement isolé. Silence. Personne n'a objecté. Elle a poursuivi. C'est un schéma qui se reproduit. Et plus on l'observe, plus il devient précis. Un silence complet s'installa dans la pièce. Jusqu'à ce que Julien dise quelque chose qui a complètement changé la perception de chacun. Donc, nous n'enquêtons pas là-dessus. Cassés, nous les nourrissons. C'était la première fois que quelqu'un suggérait l'impensable. Le seul moyen de le contenir était peut-être de l'arrêter. Cessez d'observer. Arrêtez l'enregistrement. Arrête d'essayer de comprendre. Mais il y avait un problème, trop important pour être ignoré. Des personnes étaient déjà touchées, hors site, incontrôlables. Et puis vint la confirmation finale qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain matin, les caméras de la ville de Marseille ont enregistré quelque chose d'impossible. Pendant quelques secondes, dans différents quartiers de la ville, chiffres, arrêts, immobilier. J'observe, toujours à la même distance de la caméra, toujours flou, mais des cadeaux. Ils n'étaient plus dans la forêt, ils ne se cachaient plus, ils étaient en train de le répandre. Et à ce moment-là, Élise a compris la véritable conséquence de tout cela. Le phénomène n'avait plus besoin du camp. Le camp n'était que le début. La décision la plus difficile qu'Élise Moreau ait jamais prise n'impliquait pas d'entrer dans la structure, même pas la possibilité d'affronter l'inconnu. Oui, arrête d'essayer de comprendre. Après la disparition de l'analyste à Aix-en-Provence et les signalements dans les rues de Marseille, l'enquête a cessé d'être une recherche de réponses et s'est transformée en une tentative de confinement. Mais personne ne savait comment contenir quelque chose qui n'obéissait pas aux règles normales. Élise commença à agir contre son propre instinct. Elle a toujours été guidée par la logique, les preuves et la capacité à établir des liens entre les schémas établis. Mais à présent, chaque schéma identifié semblait renforcer le phénomène.
Chaque découverte a élargi le champ d'action. Elle a donc fait le contraire. Il a réduit l'équipe au strict minimum. Il a ordonné l'interruption des analyses numériques. Les fichiers ont été isolés, équipements mis hors tension. Les rapports papier ont remplacé les systèmes électroniques. Pas d'enregistrement prolongé. Aucune révision obsessionnelle n'est nécessaire. Julien a d'abord résisté. Pour lui, abandonner les données revenait à baisser les bras. Mais, en revoyant ses dernières analyses, il réalisa quelque chose qui le fit céder. Des motifs commençaient à apparaître, avant même le traitement des fichiers, comme si son esprit était déjà sous influence. Marc Delon, toujours indisponible, est devenu un acteur inattendu dans ce processus. Même dans un état quasi catatonique, il commençait à manifester de brefs moments de lucidité. Et il disait toujours la même chose. Ne regardez pas directement. Au début, cela semblait dénué de sens. Mais, avec le temps, cela a commencé à faire une différence. C'est Claire Dubois qui a aidé Élise à transformer cela en stratégie. En relisant le journal intime de sa sœur, elle s'est rendue compte que les entrées suivaient un schéma. Chaque fois que sa sœur décrivait directement ce qu'elle avait vu, le texte devenait plus fragmenté, plus déroutant encore. Mais lorsqu'elle écrivait indirectement, en utilisant des métaphores, en évitant les descriptions précises, son raisonnement restait plus clair. Cela a mené à une conclusion risquée. La manière dont le phénomène a été observé a influencé son impact sur la personne. Élise a donc mis en œuvre une nouvelle approche. Personne ne devrait affronter directement une manifestation. Pas besoin de se concentrer longtemps, n'essayez pas de comprendre visuellement. Tout doit être perçu de manière périphérique, indirecte, contrôlée. Cela paraissait absurde, mais ça a fonctionné. Lors de patrouilles de terrain en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les équipes ont commencé à signaler un phénomène nouveau. Les chiffres apparaissaient encore, mais ils ne se sont pas approchés aussi près. Ils n'étaient pas complètement définis, comme s'ils perdaient leur pouvoir lorsqu'ils n'étaient pas observés directement. Ce fut une petite victoire, mais ce n'est toujours pas suffisant. Élise savait que cela ne disparaîtrait pas simplement. Le phénomène s'était déjà amplifié. Trop de gens l'avaient déjà remarqué. Puis elle a commencé à penser différemment, ne pas contenir, mais d'interrompre le cycle. Si cela dépendait de la perception, et cela s'est renforcé lorsqu'on a compris, il y a donc peut-être eu un point de bascule, une limite, un moment où le motif était complet. Julien a contribué à identifier cela. En réécoutant les enregistrements audio, cette fois-ci avec la nouvelle approche, il a découvert quelque chose qui était passé inaperçu auparavant. La voix qui guidait les touristes, elle ne s'est pas contentée de donner des instructions. Elle répétait un cycle, toujours les mêmes phrases, dans le même ordre, comme s'il guidait tout le monde vers un point précis. Et puis, une phrase a attiré mon attention. Quand on comprend, on reste. Silence dans la pièce. Claire termina, presque dans un murmure, « Ma sœur a écrit ça ». À ce moment-là, tout s'est mis en place. Ce phénomène n'a pas touché les gens au hasard. Il a amené les gens à un point de compréhension, et lorsque ce point fut atteint, il n'y avait plus de retour en arrière. Élise prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis le début, elle ne pensait plus comme une chercheuse. Il pensait comme quelqu'un qui était au cœur du problème, et il en vint à la conclusion qu'il allait complètement changer sa façon d'agir. Il ne pouvait pas atteindre le terme de la compréhension. Cela signifiait quelque chose d'extrême, quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce en quoi elle croyait. Il devrait agir, sans savoir exactement à quoi ils étaient confrontés, et pire encore, il devrait empêcher les autres de le découvrir. Ce soir-là, Élise réunit le petit groupe restant, et elle a été directe. Nous n'allons pas résoudre ce problème. Personne n'a réagi. Nous allons empêcher que cela ne continue. Puis vint la décision finale. Ils retourneraient à la structure, mais pas pour l'exploration.
Ne pas le découvrir, mais pour interrompre le schéma à la source, même sans savoir exactement ce que cela signifiait. Et alors que l'équipe s'apprêtait à redescendre, un dernier événement se produisit. Marc, dans un rare moment de lucidité totale, tenait le bras d'Élise. Il la regarda droit dans les yeux, pour la première fois, consciemment. Et il a dit « Si vous l'écoutez, c'est déjà fini ». C'était la seule fois où il a dit quelque chose de différent. Et cela suffisait à le rendre clair. La prochaine étape serait non seulement dangereuse, mais aussi dangereuse. Ce serait définitif. L'opération a été organisée dans le plus grand silence. Aucun enregistrement numérique, sans communication ouverte, sans aucune transmission susceptible d'être capturée, reproduite, ou pire encore, interprétée. Élise Moreau a divisé l'équipe en seulement 3 personnes. Julien Arnaud, Claire Dubois. Marc Delon n'a pas été inclus. Mais pas parce que ce n'est pas important. Oui, parce qu'il était déjà trop loin. Avant la descente, Élise a établi des règles claires. Ne regardez pas directement les manifestations. Aucun motif visuel ou auditif répétitif. N'essayez pas d'interpréter ce que vous voyez ou entendez. Si quelqu'un dit quelque chose hors contexte, ignorez-le. Et surtout, si quelqu'un s'arrête, personne n'essaie de le ramener. Claire accepta sans hésiter. Julien prit quelques secondes, mais il était d'accord. Il savait que ce n'était plus une enquête, c'était une intervention. L'objectif était simple et impossible à la fois. Retourner dans la chambre inférieure, trouver le point central du motif et interrompre. Mais comment arrêter quelque chose qui n'a pas de forme définie? La réponse se trouvait dans le journal intime. Claire avait repéré un détail crucial. Tous les témoignages, ceux de la sœur, les enregistrements audio, les vieux documents, mentionnaient des cercles, réunions, alignements. Le motif nécessitait une organisation, répétition, d'un état collectif. Élise a alors proposé quelque chose de risqué. Si le phénomène dépendait d'un modèle, peut-être que rompre ce schéma suffirait, sans détruire la structure, mais perturber le processus. L'idée était simple, pour créer des interférences, mouvements imprévisibles, briser la symétrie, éviter toute formation stable. C'était la première fois qu'ils avaient quelque chose qui ressemblait à un plan. La nuit de la descente, le temps était étrange, même à la surface de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le vent s'était complètement arrêté, aucun bruit d'insectes, aucun mouvement dans les arbres. C'était comme si la région elle-même attendait. L'entrée du bâtiment était exactement comme il l'avait laissée. Mais il y avait quelque chose de différent, empreinte, récent, mais il n'appartenait pas à l'équipe, même pas les pompiers. Même pas à un groupe connu. Et le plus inquiétant, les empreintes ne suggéraient pas un aller-retour, juste des incidents isolés, comme si quelqu'un avait été à plusieurs endroits, sans passer entre eux. Personne n'a commenté, mais tout le monde l'a remarqué. La descente fut plus rapide cette fois-ci, sans exploitation, sans hésitation. La caméra principale conservait la même impression de distorsion. Mais maintenant, c'était plus intense. Les corps étaient toujours là, immobiliers, intacts, Thomas y compris. Claire évitait de la regarder directement. Mais son regard se posa sur un détail qui la figea un instant. Leur position avait changé, subtilement. Mais elles n'étaient plus tout à fait les mêmes qu'avant. Élise s'en est rendue compte, et il parla doucement. Il n'observe pas. Claire détourna immédiatement le regard. Ils l'ont suivi jusqu'à l'ouverture. Cette fois, la descente parut plus longue, même en utilisant le même équipement, même profondeur. Mais le timing ne correspondait pas. Lorsqu'ils atteignirent le niveau inférieur, l'environnement était différent, plus actif. Les inscriptions sur les murs semblaient plus denses, comme si de nouvelles couches avaient été ajoutées. Julien essaya de ne pas se concentrer, mais il était impossible de l'ignorer complètement. Les formes commençaient à évoquer des motifs reconnaissables, presque compréhensibles. Il détourna le regard, rapide. Il se souvenait des règles. Au centre de la pièce, quelque chose de nouveau avait émergé. Un espace vide. Aucune inscription requise, aucune marque, parfaitement circulaire.
C'était le premier point de la structure qui ne présentait aucune répétition. Claire murmura « C'est ici ». Élise acquiesça. Si le phénomène nécessitait un schéma, ce point était essentiel. Ou que le point de formation. Ils ont mis le plan à exécution. Mouvement constant, désaligné, aucune formation, pas de répétition. Ils marchaient en suivant des chemins irréguliers autour du cercle. Changement de rythme, changement de direction. Pendant quelques minutes, il ne s'est rien passé. Alors, l'environnement a réagi. Les murs ont commencé à vibrer. Pas physiquement, mais visuellement. Les inscriptions semblaient se réorganiser d'elles-mêmes. J'essaie de suivre le rythme. Et puis, le son est arrivé, faible, constante, la même fréquence que celle identifiée par Julien. Mais maintenant, c'est plus clair, plus près. Et avec elle, par la voix. Restez ensemble. Claire ferma immédiatement les yeux. Julien mit ses mains sur ses oreilles. Élise continua d'avancer. « Ne prenez pas de mauvaises habitudes, dit-elle fermement. » La voix continua. « Ne quittez pas le cercle. » C'était identique aux enregistrements audio. Mais maintenant, plus près, plus réaliste. Et puis, la silhouette apparut, à la limite de la vision, plus proche que jamais, mais toujours indéfinie. Elle ne bougeait pas, mais c'était partout à la fois, comme si cela n'occupait aucun espace. Claire commença à perdre son rythme. Ses pas ralentirent. Julien a failli s'arrêter, et c'est à ce moment-là qu'Élise a réalisé. Le schéma se reformait. S'ils arrêtaient, s'ils devaient s'aligner, tout recommencerait. Elle a crié « Ne vous arrêtez pas !» et ça a continué à bouger. Mais la voix devint plus forte, plus claire, plus près de la compréhension. Quand vous comprendrez, Julien tomba à genoux. Claire se figea. Élise, pour la première fois, il fut tenté d'écouter jusqu'au bout, pour comprendre. Parce que, à ce moment-là, il semblait que tout allait enfin avoir un sens, et c'est précisément ce qu'il ne pouvait pas permettre. Julien était immobile, à genoux, la tête est légèrement inclinée, comme dans les vidéos. Claire s'était complètement arrêtée. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était absent. Le schéma se dessinait. Élise s'en est immédiatement rendu compte. Tous les trois prenaient position, sans même s'en rendre compte, même en luttant contre elle. La silhouette s'approcha, pas avec mouvement, mais avec une définition. Pour la première fois, cela semblait plus clair, haut, disproportionné, et sa déforme n'était pas solide. Il était composé de couches, comme si plusieurs silhouettes occupaient le même espace. La voix est revenue, plus claire, plus près. Quand vous comprendrez. Julien commença à répéter à voix basse. Quand vous comprendrez. Claire aussi. Quand vous comprendrez. Élise s'en tut. Ce n'était pas qu'un simple son. C'était un problème d'alignement. S'ils ont terminé la phrase, s'ils prenaient fin, elle ferait partie de la norme. Pour toujours. C'est à ce moment précis que quelque chose a changé en Élise. Elle a cessé de résister, mais ne pas céder. Agir différemment. Au lieu d'ignorer la voix, elle a décidé d'arrêter, avec action, sans réfléchir, sans analyse. Elle s'est dirigée directement vers le centre du cercle, un mouvement soudain, désorganisé, complètement hors du commun. Et il a crié « Regardez-moi !» Ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas une stratégie, c'était une rupture. Claire a réagi la première. Ses yeux ont bougé, ils se détournèrent de la silhouette. Julien a mis une seconde de plus, mais il a lui aussi réagi. Le schéma s'est brisé. Un instant, et cela suffisait. La silhouette s'est déformée, il n'a pas disparu, mais elle a perdu sa définition, comme si cela avait été interrompu. Mais ensuite, il a réagi. L'environnement a complètement changé. Les murs ont commencé à bouger. Les inscriptions étaient réorganisées à une vitesse impossible. Il n'y avait plus qu'une seule voix, il y en avait plusieurs. Chevauchement, répétition. Il dit « quand vous comprendrez, quand vous comprendrez, quand vous comprendrez » de plus en plus vite, de plus en plus près. Élise a réalisé, c'était une tentative de forcer la fin, forcer la compréhension,
forcer la valeur par défaut. Elle devait faire quelque chose qui empêcherait complètement toute possibilité d'alignement. Et puis, elle a pris la décision finale. Elle ferma les yeux, complètement. Et il a crié « Personne ne regarde ». Claire fit immédiatement de même. Julien hésita, mais il a continué. Or, ils étaient aveugles, aucune référence, sans forme, aucun motif visuel. Et cela a influencé le phénomène. La voix a disparu. Pendant une seconde, la silhouette a complètement perdu sa forme, mais il était toujours là, toujours présent. Puis, Élise franchit la dernière étape. Elle se mit à marcher, sans direction, aucun schéma, aucun rythme, des pas irréguliers, en constante évolution. Claire a fait de même, Julien aussi. Mouvement chaotique. Pas de répétition, sans structure, aucune possibilité de formation. Sa voix commença à affaiblir. Les répétitions se sont désynchronisées. Le schéma se brisait, pour la première fois. Mais ensuite, un événement inattendu s'est produit. La voix s'est tue, complètement. Silence absolu. Et au milieu de ce silence, une seule phrase. Clara, direct. Contrairement à tous les autres. Vous avez donc choisi de ne pas comprendre. Élise marqua une pause. Il n'a pas ouvert les yeux, mais il a répondu. Essayez. Silence. Encore une seconde. Et puis, l'environnement s'est effondré, pas physiquement, mais structurellement. La sensation d'espace a disparu, le poids de l'air disparu, le son est de retour, de forme abrupte. Et quand Élise ouvrit les yeux, ils étaient à la surface, debout, devant l'entrée du site de fouille, comme s'ils n'étaient jamais descendus auparavant. Mais quelque chose avait changé. L'entrée, il n'était plus là. Le sol était continu. Aucune ouverture. Sans structure. Rien. Comme si cela n'avait jamais existé. Claire tomba à genoux. Julien resta complètement silencieux. Élise. Il prit une profonde inspiration. Pour la première fois, sans ce sentiment de présence. Mais il y avait une dernière chose, un élément qui confirmait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une fermeture. Au sol, là où se trouvait l'entrée, il y avait des marques, lignes, formation d'un motif incomplet, comme si quelque chose avait été interrompu, avant de terminer. Et Élise sut à cet instant, ils n'ont pas gagné, ils ont empêché que cela ne se termine. Dans les jours qui suivirent, tout changea, mais en même temps, rien ne sembla s'être passé. Officiellement, l'enquête est close, sans explication publique, aucun rapport détaillé, sans aucune mention de ce qui a été réellement trouvé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'affaire a été classée comme non concluante, encore une fois. La zone où le camp avait été découvert était isolée et par la suite oubliée. Pas besoin de creuser. Recherche terminée. Aucun intérêt des médias. C'était comme si le monde avait silencieusement décidé de ne plus le regarder. Élise Moreau a continué à travailler, mais pas de la même manière. Elle a refusé des promotions. Cela a permis d'éviter de nouveaux cas à grande échelle. Et surtout, il a commencé à ignorer des schémas qui, auparavant, auraient attiré son attention. Elle avait appris quelque chose qu'elle ne pouvait plus désapprendre. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Julien Arnaud a complètement abandonné l'analyse numérique. Il a changé de domaine. Tâche simple, sans exposition à des données complexes, sans enquête approfondie. Mais parfois, il comprenait encore. De petites répétitions dans la vie quotidienne. Des cycles qui semblaient trop parfaits. Puis il détournait le regard. Immédiatement. Claire Dubois était la seule à avoir évolué différemment. Elle n'a pas cherché à oublier, je ne l'ignore pas. Elle a écrit, mais pas un compte rendu direct. Ce n'est pas une explication. Elle a écrit en l'évitant. Métaphores, fragments, des histoires qui ne se sont jamais rencontrées, parce que je savais que ça finirait. C'était dangereux. Le journal de la sœur n'a jamais été publié, mais ses idées ont persisté. Indirectement, subtil, quasiment imperceptible. Marc Delon ne s'en est jamais complètement remis, mais la situation n'a pas empiré, son état est resté stable, assis, j'observe, mais parfois, il parlait,
Toujours la même phrase, ce n'est pas fini. Et il avait raison. Car, bien que la structure ait disparu, bien que le point physique ait été effacé, le schéma existait toujours, sous des formes plus petites, plus subtiles. Des signalements sporadiques ont continué d'apparaître. Des personnes qui se perdaient pendant quelques minutes dans des endroits familiers. Sensation de répétition. Un déjà-vu trop intense pour être ignoré. Rien de concret, rien de vérifiable, mais suffisamment constant pour être inquiétant. À Marseille, une caméra de sécurité a enregistré quelque chose des mois plus tard. Pendant 2 secondes seulement, une figure. Arrêt. J'observe. Exactement comme avant. Et puis, il a disparu. Pas de transition, sans explication. Élise n'a jamais vu cet enregistrement. Mais d'une manière ou d'une autre, elle le savait, parce que parfois, lorsqu'on marche dans des rues désertes, ou en s'arrêtant dans un silence absolu, elle pouvait le sentir. La même présence, loin, mais constant, comme s'il attendait, ne pas attaquer, non pas pour me vanter, mais pour quelque chose de beaucoup plus simple, pour quelqu'un percevoir. Et dans cet instant final, Élise comprit la seule chose qui comptait vraiment. Ils n'avaient pas détruit le phénomène, ils ont tout simplement empêché son achèvement. Et tant que le modèle restait incomplet, le monde serait encore en sécurité. Mais une seule personne suffirait pour aller jusqu'au bout, pour que tout puisse recommencer. Des années plus tard, un touriste solitaire marchait le long d'un sentier peu connu du sud de la France, à la périphérie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'était pas perdu, du moins pas au début. Au bout de quelques minutes, il remarqua quelque chose d'étrange. Le paysage semblait se répéter. Les mêmes arbres, les mêmes pierres, le même silence. Il s'arrêta, confus. Il regarda autour de lui, et alors il vit, au loin, parmi les arbres, une figure, arrêt, propriété, j'observe. Le touriste fronça les sourcils. Il fit un pas en avant. J'essaie de comprendre. Et à ce moment-là, il s'en est rendu compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites attention, car cette histoire n'est pas qu'une simple histoire. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être bloqué au même endroit, même en avançant? Avez-vous déjà eu l'impression de revivre un moment, comme si quelque chose vous observait? Commentez ici. Continueriez-vous à marcher? Ou vous arrêteriez-vous immédiatement? Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, qui vous retournent le cerveau et vous font remettre en question la réalité, abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi, car le prochain pourrait être encore plus inquiétant.